Alors, le transport routier de marchandises, la FNTR en particulier, c'est en ce moment à l'Europe 20 textes dans 3 paquets. Détachement des conducteurs routiers, temps de conduite, temps de repos, cabotage, normes environnementales, digitalisation, le sujet que tu évoquais, interopérabilité des systèmes de taxation. Donc, vous êtes engagé dans le grand débat européen, la FNTR est, je vous le rappelle simplement, la seule organisation qui a une représentation permanente sur place. Pour évoquer les questions européennes et puis pour la météo du transport, vous savez, on a une météo annuelle, c'est la météo Latouche. Monsieur Latouche, il est spécialiste de ces questions. C'est très documenté, c'est très sérieux. Donc je vais appeler tout à la fois Francesco Gaeta, secrétaire général adjoint des affaires européennes. Nous allons échanger ensemble, si vous voulez me rejoindre, Monsieur Gaeta. Et puis, Monsieur Latouche, Stéphane Latouche, directeur régional Nord-Pas-de-Calais de la Banque de France. Vous arrivez avec votre travail annuel. Installez-vous, messieurs, je vous en prie. Nicolas reste avec nous. Monsieur Gaeta, je vais commencer avec vous. La FNTR est très présente en Europe. Je dirais même qu'elle est d'une certaine façon coproductrice des travaux de réflexion qui sont conduits. Qu'est-ce que l'Europe fait pour le transport routier de marchandises? Quels sont les chantiers qui sont actuellement ouverts? Merci, bonjour à tous et surtout merci de m'avoir proposé d'être ici. Vous êtes le bienvenu. Je rencontre souvent la FNTR mais dans un cadre de bureau, donc là c'est pour moi tout à fait nouveau et surtout après cette brillante présentation qui m'a précédé. Ce qui m'a toujours marqué dans le cadre, disons, des relations entre l'Europe et le transport, c'est le rôle central que nous trouvons pour le TRM en fait. On n'imagine pas. Mais au fond, si on tire quelques enseignements rapides de l'intervention de mon précédent orateur, on voit que le TRM est en fait à la croisée de tous les schémas. Et c'est pour ça que c'est difficile de se dire où s'arrête le droit européen pour le TRM. Parce que le TRM est concerné partout, en quelque sorte. Si on devait identifier, disons, 4 grands pôles de travail européens, moi je dirais en premier lieu l'environnement. Le TRM donc, et le transport en général, c'est un des premiers secteurs d'émissions de CO2. Je vous propose de rapprocher peut-être un peu votre micro. Donc c'est un enjeu primordial en fait pour lutter contre le changement climatique. Et il y a à la fois une envie du TRM d'être en phase avec l'accord de Paris et les efforts qui sont menés aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2. Il y a l'aide de la technologie, et c'est vrai que tout permet d'intervenir. Et du coup, l'Europe travaille sur les nouveaux camions de demain, plus économes en énergie, les nouveaux moteurs de demain qui émettent moins de CO2, et une nouvelle manière de conduire via notamment l'aide de la technologie. Donc ça, c'est le premier... Ouais, c'est réduction des émissions de CO2, réduction des émissions de particules fines. Exactement. D'ailleurs, les progrès sont vraiment très spectaculaires dans ce domaine. Le bruit, ne serait-ce que ça, puisqu'il y a des pollutions qui sont liées au bruit, hein, le transport routier. Les camions ont réduit le bruit par 20 fois. Oui, au cours des 20 dernières années, c'est très significatif. Voilà. Et il y a aussi la manière de conduire qui compte, bien sûr, qui compte beaucoup. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, évidemment, est économique. Il faut établir des règles du jeu qui sont égales pour tous, pour qu'il puisse y avoir une véritable concurrence. On avait dit, aujourd'hui, la concurrence est mondiale. En Europe, elle est particulièrement forte, même si on est sur une réalité qui est contrainte par l'infrastructure, mais effectivement, la concurrence est très, très forte. Si les règles ne sont pas les mêmes pour tous, il est impossible, effectivement, de pouvoir avoir une concurrence saine. Et ça, c'est le deuxième volet. Comment j'établis des règles de marché, des règles du jeu qui sont égales pour tous. Avec une certaine urgence, si je peux me permettre, parce que c'est bien de tendre vers des perspectives égalitaires en matière de concurrence, mais ceux qui sont victimes des mauvaises situations de concurrence, parfois peuvent disparaître.
Il ne faudrait pas terminer avec une réglementation mise à jour, mais des morts sur le champ de bataille. Ça veut dire qu'il faut arriver tôt à l'affaire. Bien sûr. Et je suis d'accord avec vous. Il y a une forme d'urgence dans ce domaine. Il y a une forme d'urgence. On en parle beaucoup, mais il faut avancer. Alors, ce qui est étonnant dans ce domaine-là, et je rejoins mon orateur précédent, c'est que dès qu'on s'attaque à un phénomène, à une réalité, et on apporte des réponses, cette réalité a déjà changé, en fait. Et donc, la manière où le détournement se fait, la concurrence déloyale se pratique, elle a déjà changé. C'est ça toute la difficulté, en fait. On a toujours un temps de retard, parce que l'innovation, même dans le contournement, va tellement vite que la règle arrive souvent un peu tard, en fait. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Le troisième chantier, pour moi, est lié à l'infrastructure. Et c'est vrai que pour le TRM, l'infrastructure est un des cœurs du problème, parce que vous êtes confronté à des fortes contraintes. Vous ne pouvez pas étendre la capacité à l'infini. Donc il faut une infrastructure qui soit intelligente, qui vous permette effectivement de réduire au maximum la congestion par rapport à une évolution du marché qui est en croissance. Il faut une infrastructure qui soit sûre, et il faut une infrastructure qui soit intelligente, en fait, qui communique avec votre véhicule. Sinon, tout ce qu'on voulait gagner en termes d'efficacité du transport, d'économie d'énergie, ça ne marche pas. Et le quatrième volet, c'est celui de l'innovation. Alors ça, c'est vraiment le cœur. Mon précédent interlocuteur en a parlé. Aujourd'hui, autour du véhicule autonome et de l'intelligence artificielle, il y a une véritable bataille qui est à la fois économique. Ça veut dire que vous avez des grands groupes qui développent des innovations, mais vous avez beaucoup de start-up. Et là aussi, à quel point on est capable de les accompagner. Et vous avez aussi une guerre de normes, en fait. Est-ce que c'est la norme européenne qui va s'imposer? Est-ce que c'est une norme américaine? Ou est-ce que c'est une norme asiatique? Et on dépendra de cette norme. Et après, vous avez le big data. Alors, moi, je ne partage pas trop ce qui a été dit sur le big data, on en a le droit. Le big data, aujourd'hui, est un enjeu économique, mais aussi un enjeu sociétal. Ces données ont une valeur économique, mais c'est mes données. Donc tout ce que veut l'Europe aujourd'hui, c'est de permettre que la donnée soit exploitée à des fins économiques, avec mon consentement. Et c'est toute la question. Je sais qu'on n'est pas nécessairement tous d'accord, mais je vais vous donner 2 exemples rapides sur cette histoire. Non, mais c'est un souhait. Bien sûr que les données, elles font partie de la vie privée, c'est un élément de la privacy, comme disent les Anglais. Néanmoins, le monde a déjà avancé. C'est-à-dire que Google et quelques autres très grandes entreprises ont déjà capté des milliards de données. Si vous voulez, j'ai l'impression que la bataille est déjà faite. Oui, c'est ça. Se rattraper, ce n'est pas évident, d'autant plus que tant que l'usager n'est pas conscient du fait que ces données sont tout le temps captées et utilisées à d'autres fins, tant qu'on n'a pas conscience de ça, on n'arrive pas à imposer une relation égale avec l'espace. Vous ne croyez pas qu'il le sait aujourd'hui? Vous ne croyez pas qu'il est correctement informé? Grâce au RGPD, aujourd'hui, on est informé du fait que lorsque nous allons sur un site, nos données sont complètement captées et vendues. À mon oui, mais enfin, la contrepartie, c'est un service. Ces entreprises rendent un service qui est souvent un service gratuit. Alors, vous avez raison de dire qu'il n'est pas tout à fait gratuit parce qu'on paye quelque chose en retour, c'est donné, mais néanmoins, il y a quand même une forme de consentement. Enfin, oui, c'est ça. Oui, il y a 2 visions du monde. Il y a une vision pour laquelle on ne peut jamais payer par des données personnelles un service qui est gratuit, et une vision qui considère que voilà, c'est le juste prix. Moi, je suis plutôt convaincu du fait qu'à partir du moment où on donne notre consentement, effectivement, les données peuvent être exploitées. Si je ne le donne pas, moi, je n'aimerais pas que mes données soient utilisées. Moi, je vous donne un exemple tout bête, en fait, ce qui m'est arrivé personnellement. Je voulais faire un cadeau d'anniversaire à ma femme pour ses 40 ans. Et j'ai fait l'erreur d'aller sur Google et chercher un voyage à Séville. Donc, pendant une semaine, sur mon ordinateur, j'ai reçu plein de pubs, des guides de Séville, des hôtels à Séville. Vous comprenez bien. Mon cadeau a complètement foiré, ma surprise n'a pas marché. Mais qui a autorisé Google à vendre mon idée d'aller à Séville à autant de gens? Sans me le demander, en fait. Mais ça fait un gain pour Google. Est-ce que ça, c'est juste? Moi, à la rigueur, j'aurais dit oui, j'aime bien avoir des annonces. Et ça, et vous avez cité Walmart. Alors, autre anecdote très intéressante de Walmart. Walmart avait mis en place un système qui consistait à dire « je veux fournir de la publicité ». Bon, ça, on le connaît parfaitement. Aujourd'hui, c'est très répandu, mais à l'époque, il y a 10 ans, de la publicité ciblée. Donc, elle captait les données des achats des gens et elles envoyaient dans les appartements des gens des publicités. Et donc, il y avait une dame, en fait, qui avait 60 ans, qui commençait à recevoir tout le temps
des publicités sur la naissance d'un enfant, sur les bébés tout petits, etc. Donc elle dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Donc elle va voir Marx, et on lui dit, mais pourtant, vos achats font penser que vous êtes enceinte. J'ai 60 ans, etc. En fait, c'était sa fille qui était enceinte, qui n'avait pas voulu nécessairement partager ça avec sa mère. Mais vous voyez où on peut arriver, en fait. Bien sûr. Lorsqu'on dit qu'il faut utiliser, et ça concerne plus le TRM, les données de trafic pour fournir des services à valeur ajoutée. D'accord, je suis sensible à cet argument, mais si on commence à capter des données pour lesquelles le mardi et le jeudi matin, moi je suis toujours devant le service d'oncologie d'un hôpital, est-ce que Google a le droit d'utiliser ces données pour lesquelles on voit bien que peut-être j'ai un problème? Est-ce que Google a le droit d'utiliser mes données d'information pour lesquelles le dimanche matin je suis devant une église ou le vendredi devant... dans une mosquée? Est-ce que cette donnée elle est sensible ou pas? Est-ce que j'ai le droit ou pas de dire que je ne veux pas que cette donnée soit exploitée? Là, on est plutôt avec le transport routier de marchandises. Oui, on voit bien le sujet, en fait. Oui, mais on est plutôt dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on voit bien que les enjeux en matière de circulation des camions autonomes, c'est aussi le partage de données qui peuvent être des données publiques. L'espace de circulation restera un espace public. Sur tous les points que vous venez d'évoquer, sur les questions réglementaires, sur les questions de concurrence, comment le transport routier de marchandises est pour vous aujourd'hui co-acteur de la situation à l'échelon européen? Pour moi, il y a quatre éléments. Il y a le chauffeur. Aujourd'hui, l'enjeu européen le plus important, c'est de faire du chauffeur un chauffeur européen. Donc quelqu'un qui se trouve à son aise partout en Europe, qui a la formation qui va bien et qui connaît ses droits. Le deuxième sujet, c'est le véhicule. Le véhicule d'aujourd'hui doit être déjà le véhicule de demain. Donc un véhicule plus sûr, un véhicule plus intelligent, plus économe. Troisième volet, c'est l'infrastructure, c'est les outils de travail en fait. Bien sûr. C'est l'infrastructure. Donc une infrastructure qui soit plus intelligente, une infrastructure qui soit mieux conçue et qui soit plus au service des usagers. Et le quatrième élément, c'est mon environnement. Est-ce que mon environnement, il est sain? Donc est-ce que la concurrence est loyale? Est-ce que mon environnement offre des potentialités? Donc c'est un environnement en croissance. Est-ce qu'il est bien régulé? Et c'est sur ces quatre sujets, effectivement, qu'aujourd'hui l'Europe travaille pour faire en sorte, effectivement, que le marché de demain, qui est le marché européen de nous tous, en fait, soit capable de concurrencer des systèmes qui sont à l'extérieur de l'Europe. Très bien. J'ai compris qu'il y avait donc un enjeu important, c'est ce que je retiens de nos échanges, il y a beaucoup de choses, mais je retiens que la question de la capture de la norme est absolument essentielle s'agissant d'intelligence artificielle. Quel système s'imposera? Une concurrence des systèmes, il y a des zones de frottement là. C'est aussi un enjeu de souveraineté des États, mais aussi souveraineté économique. Merci beaucoup, Monsieur Gaeta. Restez avec nous. Je vais donner la parole à Stéphane Latouche, le directeur général de la région Nord-Pas-de-Calais pour la Banque de France. Vous le savez, Monsieur Latouche, votre tour d'horizon est très attendu chaque année par tous les professionnels du secteur. C'est un peu la météo du transport routier de marchandises. Je note au passage, j'ai relevé cet élément statistique qui est très intéressant. Vous savez, il y a des métiers qui sont des métiers qui vieillissent. Or, nous sommes là dans une activité où plus de 60% des dirigeants des entreprises qui sont dans la salle ont moins de 50 ans. Ce sont donc de jeunes chefs d'entreprise qui sont là encore pour longtemps, très longtemps, qui vont accompagner ces changements. C'est une génération qui doit être d'ailleurs très sensible au passage à la transformation digitale. Ce sont ceux qu'on appelle les early adopters. Ils ont utilisé les mœurs digitales assez rapidement. C'est une génération qui est soluble dans le progrès. Et donc, nous allons tous, plus ou moins de 50 ans, vous écouter avec une grande attention. C'est à vous, Monsieur Latouche. Merci beaucoup. Oui, c'est le traditionnel tour d'horizon de la santé de la filière. Je vous remercie de me donner à nouveau l'occasion de présenter ce tour d'horizon. La note d'ensemble, elle change guère, c'est-à-dire que depuis 2012, qui a incontestablement marqué le point bas de notre cycle économique, la filière TRM, et un peu à l'image de l'économie française, retrouve du souffle, retrouve de meilleurs indicateurs, ce qui n'exclut pas qu'il y ait quand même quelques clignotants. Mais enfin, le paysage d'ensemble est tout à fait favorable et permet d'aborder dans de bien meilleures conditions les grands défis que vous avez mentionnés. Alors, d'abord quelques chiffres simplement pour vous donner un petit peu de
teasing sur ce qu'on va voir dans la suite. Une entreprise sur deux n'existait pas il y a 8 ans. Il y a souvent une mauvaise appréhension de ce processus de création-destruction que vous évoquiez, M. Ouzou, sur le fait que notre tissu d'entreprise, pas simplement dans le transport routier, est jeune. 6 dirigeants sur 10 ont moins de 50 ans, vous l'avez dit. Une défaillance pour 3 créations. On va voir un petit peu tout à l'heure comment se positionne le TRM par rapport au reste de la population. 2 entreprises sur 3 ont connu en 2017 une hausse de leur chiffre d'affaires. Et puis enfin, 3 entreprises sur 4 sont bénéficiaires. Ça, c'est pour vous donner quelques macro-indicateurs. Et puis, on va aller un petit peu dans le détail. Alors, je rappelle que toutes ces données, nous les récoltons à partir des bilans que vous avez la gentillesse de nous transmettre et qui nous permettent de dresser des panoramas économiques et financiers. Alors, tout d'abord, ces questions d'âge, effectivement, nous sommes en présence d'une filière qui est un peu plus jeune, si je puis dire, que le reste de l'économie française. Vous le voyez en bas, 60% des dirigeants ont moins de 50 ans. C'est 56% tout secteur d'activité confondu. Pour autant, la filière est, je le dis chaque année, mais c'est bon de le rappeler, est tout à fait confrontée à la problématique des transmissions d'entreprises, puisque vous le voyez, 3% ont plus de 70 ans et 14% ont plus de 60 ans. Bon, ce sont des chiffres qui sont assez comparables à ce qu'ils sont au niveau national. Nous aimons bien à la Banque de France apprécier le dynamisme créatif d'une filière par le taux de création et le taux de défaillance d'entreprise. Donc là, année après année, nous avons une dynamique de création d'entreprises qui est particulièrement tonique. Il l'est également dans le TRM, puisque l'année dernière, je n'ai pas mis le chiffre, mais les créations d'entreprises ont progressé de 12% sur une seule année. Donc c'est quand même assez tonique. Pour autant, vous le voyez, un petit peu moins tonique que toute l'économie française et le secteur des services. De l'autre côté, année après année, nous avons des défaillances qui diminuent. Un petit 3% des entreprises de la filière disparaissent chaque année. Alors plus exactement, ce sont des défaillances. Donc il y a à la fois les liquidations judiciaires et les redressements judiciaires. C'est un chiffre qui, là aussi, diminue après année, et vous le voyez, qui reste quand même supérieur à ce qu'il est dans l'ensemble de l'économie française, qui est plutôt autour de 2%. On le sait, c'est une des caractéristiques de la filière TRM d'avoir des jeunes acteurs qui sont parfois un peu fragiles, et je les rencontre parfois, notamment au titre de la médiation du crédit. Le cycle économique, alors ce sont des graphiques que nous établissons tous les mois dans notre enquête mensuelle de conjoncture. Là, je vous ai extrait simplement ce qui concerne le transport et l'entreposage. Sur le graphique de gauche, ce sont des soldes d'opinion. Votre activité a-t-elle progressé? La question est simple. Lorsque nous sommes au-dessus de 0, c'est que le solde d'opinion est positif, et donc nous sommes sur une dynamique de création, de progression de la production. Ce que j'aime bien regarder, c'est surtout la courbe de tendance sur le graphique de gauche, qui est la courbe épaisse. Et vous le voyez, il y a eu une année 2007 où, tout au long de l'année, je ne sais pas si je peux pointer, bon, ça a bien progressé. On était vraiment sur cette dynamique d'une année 2017 tout à fait positive. Nous restons très clairement en solde positif, mais le solde d'opinion est un peu moins positif que ce qu'il a pu être en 2017. Sur le graphique de droite, ce sont les mêmes courbes de tendance. Vous avez d'une part les prix qui sont la courbe bleue. Donc là, je pense que je ne surprends personne en vous disant que vous avez réussi à passer un certain nombre de hausses de prix. L'élément un peu de surprise pour ce qui nous concerne, c'est de voir que, alors que les prix du gazole continuent à augmenter, nous sommes un peu sur un palier au cours des toutes dernières enquêtes de conjoncture, le dernier point correspondant à septembre 2018. Je ne peux pas faire plus récent puisque nous n'avons pas encore sorti octobre.
S'agissant de la tendance sur les effectifs, le TRM, on va le revoir, est un secteur qui crée incontestablement des emplois, et ce depuis déjà un petit moment, hein, depuis la fin 2015. Vous voyez la courbe rose ou rouge, je ne sais pas bien sa couleur, mais là aussi, à l'image un petit peu de l'activité, une courbe de création d'effectifs qui ralentit un petit peu en cette année 2018. Alors, vos bilans 2017 montrent pour cette année une excellente dynamique d'activité avec un chiffre d'affaires de la filière qui a progressé de plus de 5%. C'est bien évidemment nettement plus que le PIB, vous avez la valeur au-dessus, 2,3%, y compris en y ajoutant l'inflation. Bon, on a vraiment une très belle année. Il y a certainement un effet gazole, évidemment, dans cette dynamique de création. Et vous le voyez, c'est une progression du chiffre d'affaires qui est supérieure à celui de l'ensemble des entreprises françaises qui, lui, progressait de 4,3%. Donc, il y a un effet tout à fait bénéfique pour le TRM de cette dynamique de croissance. Cette croissance d'activité s'accompagne d'une forte progression des effectifs, à la fois permanents et non permanents. On va y revenir dans le détail avec une hausse de 2,6%. On a évoqué les contraintes d'offres, mais pour autant, il y a quand même eu des créations d'emplois et des créations d'emplois dynamiques. Très clairement, le transport routier de marchandises, encore aujourd'hui, a un très fort contenu en emploi dans son activité, supérieur à celui de l'économie française. Cette croissance de l'activité est assez largement partagée. Pour faire court, 2/3 des entreprises l'année dernière ont eu une croissance d'activité. Vous voyez, ça va jusqu'à du plus 10% pour 28% d'entre elles. À l'opposé, 33% des entreprises ont eu une croissance nulle ou négative de leur chiffre d'affaires. Et là, je veux souligner un point important parce que je crois qu'il y a clairement un partage dans le TRM. Toutes les entreprises que vous trouvez sur la partie droite du graphique qui ont eu une croissance faible ou négative, ce sont essentiellement des toutes petites entreprises, des moins de 50 salariés, puisque ce taux ressort à 36% quand on parle des moins de 50 salariés, alors que quand on est sur les plus de 250, c'est simplement une entreprise sur 5 qui a eu une croissance nulle ou négative. Donc incontestablement, il y a un effet taille qui soutient très clairement l'activité. La profitabilité des entreprises, la capacité des entreprises à gagner, à produire des résultats, vous le voyez, on était sur une courbe clairement positive, que ce soit sur le taux de valeur ajoutée ou le taux de marge brute d'exploitation. Entre les deux, vous avez l'imputation des dépenses de personnel. Eh bien, elle s'est repliée l'année dernière, en 2017, alors que nous étions sur une dynamique de progression qui avait été amorcée en 2012. On reste à un niveau qu'on peut considérer comme satisfaisant à 37,5%, mais enfin, il y a un signal, et très clairement, deux facteurs pour l'expliquer. Un, l'effet gazoil, avec une petite difficulté à transmettre sur les prix. L'effet gazoil, globalement pris pour l'ensemble de la filière, c'est 0,6 points de taux de valeur ajoutée qui a été perdu. L'autre facteur qui explique ce repli, on va le revoir tout à l'heure, c'est un effet de progression des charges externes, principalement location, sous-traitance et intérim. Et là, cela souligne la contrainte d'offre à laquelle est confrontée la filière. Vous allez en parler plusieurs fois, j'ai vu dans cette journée, c'est-à-dire la difficulté à trouver du chauffeur. Et donc, ne trouvons pas très clairement, un certain nombre d'entreprises ont eu plus recours à de la location, à de l'intérim, à de la sous-traitance. Ça a un coût supérieur que ses propres que de recourir à ses propres ressources. Ses propres moyens de production. À ses propres moyens, excusez-moi. Et donc, évidemment, ça a une traduction. Alors, quand on passe du taux de valeur ajoutée au taux de marge brute, excusez cet élément un peu technique, mais enfin, on impute les charges salariales et vous le voyez, vous le voyez, on va le revoir tout à l'heure, il y a un effet CICE. La bonne maîtrise de ces charges de personnel a pu contenir la dégradation de cette amélioration de la profitabilité des entreprises.
Bon, ça c'est un graphique que je me dois de commenter un petit peu. C'est tout d'abord, vous avez en haut la courbe bleue qui est la richesse produite par salarié, qui année après année progresse dans cette filière et va de record historique en record historique. Nous avons une profondeur d'analyse d'un peu plus de 10 ans. Nous sommes à un plus haut, je vais arrondir, à 50 000 € par salarié. Un salarié du TRM rapporte 50 000 €. Vous avez en bas ce qu'il coûte chargé. Nous sommes à 39 400 € et on a mis en pointillé ce que ce serait sans le CICE. C'est 41 000 €. Le CICE a en moyenne rapporté à la filière du TRM 1 600 € par salarié. La différence entre les deux, ce que rapporte un salarié moins ce qu'il coûte, vous donne son rendement net, et vous le voyez un petit peu à l'image de ce qu'on a vu juste avant sur le taux de valeur ajoutée. Ce rendement atteint un palier, voire même se replie un tout petit peu. Les effectifs, je n'y reviens pas, ils ont progressé fortement. Il y a une accélération des recrutements importante. Il y a un effet multiplicateur de la croissance sur l'activité du TRM. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que votre filière, qui était historiquement peu utilisatrice d'intérim, le devient de plus en plus et se rapproche de la moyenne nationale, puisqu'au niveau national, 9% de la main-d'œuvre des entreprises françaises est constituée d'intérim. Nous étions rendus à 8,6%. Ce graphique, je crois, illustre là aussi assez clairement la contrainte d'offre, la contrainte à trouver du chauffeur à laquelle la filière est confrontée. Le taux d'investissement, vous l'avez évoqué, il se stabilise à un haut niveau. On est à près de 19% de la valeur ajoutée. C'est une belle performance, mais enfin, il faut tempérer un petit peu parce que cet investissement est concentré. C'est une caractéristique de l'économie française, hélas, si j'osais dire, puisque une entreprise sur 4 investit moins de 3% de la valeur ajoutée. Il est évident que, compte tenu de ce que nous disait M. Bouzou, ça sera plus compliqué pour ces entreprises qui ont très peu investi. Nous avons aujourd'hui un outil de production qui se mesure par le taux d'obsolescence, c'est-à-dire la jeunesse de votre outil de production, qui se compare très favorablement. La moyenne pour l'industrie, je l'ai de mémoire, c'est 62%. Dans le TRM, vous êtes à 58%. Ça veut dire qu'il y a eu un très gros effort, on le voit bien d'ailleurs sur la courbe de gauche, un très gros effort de renouvellement du matériel. Et aujourd'hui, on a un matériel qui, globalement, est récent. Récent et important. Vous soulignez, M. Bouzou, le besoin d'accélérer les investissements. Ben voilà, l'illustration, l'équipement productif par salarié, il a progressé de 10% en 5 ans. C'est un effort considérable qu'a réalisé la filière. Il y a du matériel roulant, mais on le sait, il y a toute une autre génération de matériel destiné à améliorer la performance. Mais c'est un matériel qui coûte cher et qui est peut-être un peu plus compliqué à rentabiliser. Et donc, quand on ramène ce stock d'immobilisation, votre outil de production à la valeur ajoutée, eh bien, on a cette pente qui est un petit peu embêtante, c'est que le rendement de votre capital de production, il diminue un petit peu, il a perdu 5% en 5 ans. Donc très clairement, ces investissements de demain, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que vous connaissez mieux le sujet, sont manifestement un peu plus compliqués à rentabiliser et à valoriser. 3 entreprises sur 4 sont bénéficiaires en 2017. C'est une progression assez remarquable pour la filière. Vous voyez, en 2012, nous étions qu'à 60%. C'est plus 16 points en 5 ans. Donc, c'est très clairement un indicateur de ce que la filière est sur une dynamique tout à fait vertueuse. C'est quand même une petite baisse par rapport à l'année dernière. Et ça reste aussi légèrement inférieur à ce qu'est l'ensemble de l'économie française. On a toujours ce sujet des toutes petites entreprises qui sont comparativement plus fragiles. Et puis, dernier solde intermédiaire de gestion pour faire un petit peu d'analyse financière, le résultat net rapporté à votre chiffre d'affaires. Bon, je n'ai pas besoin de commenter beaucoup plus les courbes. Je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Depuis 2012, qui a marqué le point bas, c'est une progression continue. Nous sommes aujourd'hui à un niveau qui, pour la filière, est satisfaisant. C'est vrai, il faut le reconnaître. Le transport routier n'est pas le secteur de l'économie qui rapporte le plus, puisque vous le voyez, la moyenne de ce résultat net dans les services dont la filière relève, c'est 11%. Dans
L'ensemble de l'économie, c'est un petit 4% à 3,8%. Donc c'est vrai que le TRM redresse sa profitabilité de façon assez remarquable, mais n'est pas le secteur d'activité de l'économie française qui rapporte le plus. Comment cette richesse produite est partagée, c'est souvent un indicateur sur lequel on lit beaucoup de bêtises ou on entend beaucoup de bêtises. Le partage de la richesse produite. Les chiffres sont là. Vous êtes encore une filière qui a un très très fort contenu en main-d'œuvre, puisque 75% de cette richesse, de cette valeur ajoutée, est consacrée aux charges de personnel, 3/4 de la richesse que vous produisez. C'est un peu moins que l'année dernière. Donc là, vous le savez, on a une tendance à la baisse sous l'effet des mesures CICE. On reste très au-dessus, hein, on vous l'a mis pour comparaison, de la moyenne des services et de l'ensemble de l'économie. Je veux juste commenter les autres chiffres parce que je crois qu'ils sont importants. Vous avez bénéficié bien évidemment du contexte de taux d'intérêt extrêmement bas et le poids de la charge d'intérêt de vos emprunts a considérablement diminué. C'est 1% de la valeur ajoutée produite. Les impôts sur la production, même si en France on se débrouille pas mal en matière de charges d'impôts, ont diminué quand même, il faut le reconnaître. Ils ont baissé sur 5 ans de 2,4%. Les dividendes qui sont versés aux actionnaires sont remarquablement maîtrisés dans la filière du TRM. C'est 3% de la richesse produite, vous le voyez. Pour l'ensemble de l'économie, c'est 10%, donc c'est plus de 3 fois moins. Et le grand bénéficiaire de ces arbitrages que je viens de décrire, c'est l'autofinancement. Je pense que c'est une excellente nouvelle compte tenu des lendemains qui sont devant vous et de ce besoin de renforcer l'effort d'investissement. Vous le voyez qui est passé de 12 à 15% entre 2012 et 2017. Je vais passer vite sur ces différents graphiques. Les structures financières, à l'image de l'ensemble des entreprises françaises, sont renforcées en fonds propres, en taux d'endettement qui a été sensiblement réduit. On est aujourd'hui sur des ratios satisfaisants, mais j'ai quand même mis les éléments de comparaison. Vous le voyez, on n'est pas encore à la moyenne sectorielle du secteur des services. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on ait le temps d'échanger. J'ai 2 diapos et j'ai fini. La capacité de remboursement s'est remarquablement redressée. Donc là, on rapporte votre endettement à votre autofinancement, c'est-à-dire la CAF moins les dividendes, plus 10 points. Nous sommes en présence d'une filière qui a un haut niveau de solvabilité, bien supérieur à celui de l'ensemble de l'économie française. C'est un fait à souligner, surtout quand on a en tête les besoins d'investissement pour demain. Tout cela se traduit dans la cotation Banque de France. Je ne vais pas commenter cela. Elle se compare très favorablement avec l'ensemble de l'économie, en particulier parce que notre cotation met une focale un peu importante sur la solvabilité, donc le graphique d'avant. Voilà, je vous remercie. Une belle dynamique, des éléments tout à fait favorables, même si c'est vrai, il y a quand même quelques clignotants à surveiller sur la profitabilité. Merci beaucoup, Monsieur Latouche. Est-ce que... Alors, n'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone qu'on vous a communiqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, il s'affiche à nouveau, 07 67 58 01 15 pour poser vos questions. Je crois qu'on a une première question pour vous. Les camions paient 240% du coût des autoroutes. À ce prix-là, les sociétés d'autoroutes ne pourraient-elles pas assurer la sécurité de nos conducteurs, de nos véhicules sur les aires de repos ? Recrudescence, un lien avec la recrudescence importante de vols de carburant. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, qui n'est pas tout à fait connectée au débat qu'on vient d'avoir, mais qui doit exprimer malgré tout une préoccupation. Un mot ou pas? Non? Pas particulièrement? On posera la question à Florence tout à l'heure, éventuellement. On va laisser ça pour Florence Berthelot. On lui laisse les choses simples, faciles, n'est-ce pas? Moi, j'avais une question à vous poser. Je voulais faire le lien entre le besoin d'investissement et les politiques publiques, Nicolas. On sait que le rôle de l'État, c'est plutôt le rôle des incitations. On sait qu'en économie, les incitations sont plus efficaces que les contraintes. Elles permettent d'accélérer le progrès technique, technologique. On le voit bien, c'est un secteur qui a besoin d'investir. On est à un tournant là. Que pourrait faire l'État? On va écouter Madame Borne tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Mais que pourrait faire l'État pour faciliter la transition dans ce domaine?
Je crois qu'il y a deux choses à faire assez simples. Alors, la première chose qui a été très largement enclenchée, mais qui fonctionne, ce sont les politiques de baisse de charges. Je mets le CICE dedans. C'est quand même très intéressant, les données que vous avez montrées, surtout en ce moment où le CICE est critiqué par beaucoup de parlementaires, où on est en train de le transformer, comme vous savez, en allègement de charges. C'est un petit peu compliqué parce que ça coûte un petit peu d'argent aux finances publiques, mais ce sont des politiques qui ne sont pas des politiques intellectuellement très complexes, mais ça marche. Ça marche, ça donne des résultats et on le voit. C'est quand même 600 000 créations d'emplois. Mais création d'emplois et alors, bien sûr. Rentabilité, c'était très clair sur vos graphiques. 2, création d'emplois, 3, investissements. Donc ça marche. La deuxième, donc ça, il faut continuer ce type de politique, mais surtout, il faut en faire la pédagogie. Voilà, parce que c'est souvent assez mal expliqué. La deuxième chose qui est, à mon avis, plus complexe dans le contexte français et sur lequel le gouvernement, à mon sens, ne fait pas mieux que ses prédécesseurs, c'est la question de la prévisibilité de l'environnement réglementaire et de l'environnement fiscal, notamment dans ce contexte de dérèglement climatique, qui est quelque chose qui est extrêmement grave, mais qui nécessite une politique qui soit une politique justement de long terme, avec beaucoup de prévisibilité, avec une planification sur 10 ou 15 ans. Si possible à l'échelle européenne. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue beaucoup dans nos manières de faire des politiques publiques, parce que tous les débats, regardez typiquement le débat sur l'écotaxe, ça fait combien de temps, Florence, qu'on traîne ce débat sur l'écotaxe? Mais ça fait 10 ans. Mais comment est-ce que vous voulez qu'un entrepreneur rationnel investisse dans ces conditions? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. L'écotaxe, on en reparle. Hein. Mais c'est bien ce que je dis. Justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on en reparle, on n'en parle pas, on dit qu'on va la faire, on dit qu'on va plus la faire, sous telle forme, etc. Mais si ça durait si c'était dans le cadre d'un débat parlementaire, mais ça dure depuis 10 ans. Et donc, il faut absolument qu'on fasse très attention à cette question de la prévisibilité des politiques publiques. Le précédent épisode, si j'ai bonne mémoire, dit épisode royal, nous a coûté 1 milliard d'euros. D'abord prévu. Oui, mais ça ne nous a pas vaccinés puisqu'on recommence à en parler. Non, bien sûr. Non, mais c'est juste pour rappeler. Je suis d'accord avec vous, hein, c'était un truc, c'était pas mal déjà. Hein, mais... Ouais. Non, mais c'est juste pour rappeler qu'il y a eu des épisodes, des allers-retours, des vols. Enfin, moi, je ne suis pas favorable au fiscalisme. Hein. Je ne pense pas que la fiscalité va régler les problèmes. Monsieur Gaëta, merci Nicolas pour ces éléments de réponse. Monsieur Gaëta, est-ce qu'à l'échelon européen, d'abord, vous retrouvez dans la météo de Monsieur Latouche des éléments qui vous sont familiers? Est-ce qu'il y a 2-3 exemples de bonne gouvernance dont on pourrait se servir, qu'on pourrait importer ici dans le secteur du transport routier de marchandises, ailleurs qu'en France? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut souligner que la prévisibilité, c'est l'élément essentiel. C'est capital. Ouais. C'est capital. Donc, l'Union, aujourd'hui, travaille sur une échéance qui est 2030. Bon, c'est 12 ans d'ici, mais c'est cohérent, en fait, avec ce qu'on peut prévoir. La vraie difficulté, lorsqu'on regarde plus loin, c'est qu'on ne sait pas quel monde on va trouver, en fait. Et du coup, c'est des paris qu'on fait. On va parier sur le fait qu'une certaine technologie se développe. On va parier sur le fait que les marchés évoluent dans un certain sens. On va parier que l'envie d'investissement se tourne vers une certaine solution. Et c'est sur ce pari qu'on bâtit des politiques publiques. Donc, de ce point de vue, je trouve que par rapport à ce que vient de dire monsieur, l'Union s'est fixé déjà un cap à moyen terme, et ça, c'est une bonne pratique. Et il y a des choses qu'on sait déjà. Le phénomène de métropolisation, la constitution de grands ensembles, l'aspiration éventuellement, les politiques publiques et l'aspiration populaire à développer des moyens de transport peut-être plus vertueux en ville. On parle beaucoup de l'électrique, etc. Oui, des moteurs hybrides. Et puis, le développement du e-commerce. Enfin, l'économie de l'Internet ne s'arrêtera pas demain matin. Au contraire même. Donc, tous ces éléments, ça forme déjà une base de données assez conséquente, robuste, pour prévoir des politiques publiques. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que si on prend l'exemple, effectivement, de l'urbanisation et du recours aux véhicules électriques, aujourd'hui, c'est la clé, en fait. On se dit que vous avez un transport de ville en ville, et à l'intérieur de la ville, c'est une autre forme de transport. Ce qui implique effectivement de faire appel à des technologies qu'on ne possède pas nécessairement aujourd'hui, surtout pour les poids lourds. On commence, et il y a des bons exemples, notamment français. La vraie question, c'est est-ce que les pouvoirs publics vont suivre? Moi, je veux bien m'équiper d'un véhicule électrique. Est-ce que j'aurai la possibilité de le charger? De le recharger? Est-ce qu'il y aura des stations? Voilà, exactement. Bien sûr. Et alors, bon, c'est mon intérêt privé et personnel de transport individuel, mais lorsqu'on parle d'une économie qui est électrifiée, vous voyez bien que les enjeux sont énormes en fait pour une entreprise. Est-ce que je électrifie mon parc? Est-ce que j'aurai la possibilité de conduire, de mener mes affaires comme je le faisais avant?
Donc c'est vrai que, et vous le dites bien, on voit bien par exemple que les enjeux climatiques vont complètement changer la donne. Regardez la météo qu'on a aujourd'hui, et vous allez le comparer. S'il y avait ici Monsieur Météo France, vous direz qu'on n'a jamais eu une augmentation aussi impressionnante de la température moyenne sur l'année. Donc il faut agir. Maintenant, et ça, c'est plus de la météo, si je peux me permettre. C'est du climat. Oui. Ça devient climatique. Oui, ça devient et c'est donc stable. un peu plus inquiétant. Et donc, du coup, vous pouvez faire des préconisations et dire, comme par exemple l'Europe essaie de faire aujourd'hui, qu'en 2030, vous allez réduire les émissions de CO2 de 35 voire 40%. Ouais. Mais tout ça, ça demande une logistique Bien sûr. incroyable, en fait, sur laquelle c'est les États qui ont l'obligation de financement et de mise en œuvre. Donc il faudra effectivement, malgré un cap qu'on peut fixer au niveau européen, qui est indispensable. Aujourd'hui, il n'est plus possible de répondre à ce genre de situation en agissant uniquement au niveau européen. Bien sûr. Mais en même temps, pardon, l'expression est assez en vogue depuis 1 an et demi en France, mais vous voyez bien que les professionnels ont déjà accompli des progrès. C'est-à-dire que les entreprises sur le marché, elles sont agiles, elles sont intelligentes, elles ont bien compris quelles étaient les aspirations de la société, de leurs clients, mais on est en même temps dans un débat public, vous voyez, où on a des échos qui sont très négatifs. C'est-à-dire qu'on désigne un certain nombre des acteurs de l'économie du transport comme les grands coupables. Tout ça, ça ne facilite pas la mise en œuvre de ce dialogue un peu horizontal qu'on évoquait tout à l'heure, Nicolas et puis M. Latouche. Oui, mais ça, on retrouve ça dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que dans toutes les démocraties aujourd'hui, il y a un combat, une guerre intellectuelle, en fait, qui est une guerre de la passion contre la raison. Oui. Et la passion, c'est beaucoup plus simple. Vendre de la peur, vendre du catastrophisme, c'est beaucoup plus simple que de vendre de l'analyse intellectuelle. Ouais. Mais nous, on a décidé d'être du côté de l'analyse intellectuelle. Donc on a choisi des vies qui sont un peu plus difficiles, mais on a une pensée plus efficace. Mais on doit se battre beaucoup plus. On doit se battre beaucoup plus que ceux qui vous expliquent qu'il faut interdire les camions, parce que, etc. Voilà. Et donc c'est un combat qui n'est jamais fini. C'est un combat qui est très long et il faut faire comme la loi de Moore, il faut redoubler de force et d'intensité tous les ans. Doubler de capacité, exactement. Monsieur Latouche. Oui, je voulais juste apporter un point, et évidemment j'entends parfaitement, et c'est ce que nous disent les chefs d'entreprise, qu'on rencontre chaque année, ce besoin de réduire effectivement la charge fiscale et sociale. Il faut quand même reconnaître que, et les chiffres sont là, des choses ont été faites, la stabilité, là par contre on est bien d'accord, il y a des progrès qui sont faisables. Moi je voudrais juste souligner un point à propos de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est qu'en tout cas la question du financement de l'investissement ne semble plus une question très prégnante. Et ça, je crois que c'est un changement très important. Souvenons-nous, il y a 10 ans, tout le monde craignait ce qu'on appelait le crédit crunch, c'est-à-dire que demain, il n'y a plus un financement disponible. Aujourd'hui, d'après nos enquêtes, 90% des entreprises qui sollicitent un financement l'obtiennent. Donc c'est un taux qu'on n'a jamais connu. Et je veux rappeler une chose, c'est que vous bénéficiez d'un contexte exceptionnellement favorable, et nous n'y sommes pas complètement étrangers en tant que banque centrale, c'est qu'on a un contexte de taux d'intérêt qui est totalement inconnu, et je veux quand même rappeler, parce qu'on a donné un horizon, à l'été prochain, les taux vont commencer à remonter. Voilà. Donc on est à un niveau qui reste bas, encore exceptionnellement bas, jamais connu, et en France en particulier, puisqu'en moyenne les taux d'intérêt dits débiteurs, ceux que vous payez sur les crédits ou les crédits baux que vous souscrivez, sont inférieurs entre 50 et 100 points de base par rapport à la moyenne européenne. Bien. Merci, Monsieur Latouche. Monsieur Gaëta, je vous remercie vivement. Je vais vous inviter à rejoindre la salle.